BFM Business, Happy Boulot, le MAG, Business Case. On démarre cette séquence avec un boulanger pâtissier. Sa boulangerie fabrique la meilleure baguette de Paris, du 92, mais plus globalement d'Île-de-France. C'est Frédéric Comines. Bonjour Frédéric. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. Malgré une période remplie pour vous et vos équipes, vous êtes à la tête de 3 boulangeries, 2 dans Paris, une à Sceaux. Vous êtes à la fois boulanger et pâtissier. Racontez-nous votre journée type. On démarre vers 3h du matin, 3-4h du matin selon les journées. Et je fais le tour de mes boutiques. J'adore faire le tour de mes boutiques, aller prendre un petit peu le ton de mon personnel, savoir si tout va bien, vérifier si tout va bien aussi, parce que des fois on ne me le dit pas. Et voilà. Après, je vaque à mes occupations dans le labo. On fait de la recherche et développement pour les futures fêtes et toutes les occasions qu'on va avoir. Aujourd'hui, vous êtes à la fois un boulanger, un pâtissier, un entrepreneur, un gérant de boutique. Et avec vous, on va parler de comment attirer dans vos métiers, dans les métiers de votre secteur. Vous avez démarré à 20 ans, c'est assez tard pour un boulanger. Aujourd'hui, on imaginerait que beaucoup de gens pourraient commencer avec l'apprentissage beaucoup plus tôt. Racontez-nous votre début de parcours. Alors, 20 ans, c'est tard, mais c'est pas très tard non plus, puisqu'on a pas mal maintenant de reconversions. Des gens qui attaquent à 22, 23, 24 ans, même un peu plus des fois. Actuellement, on a une stagiaire qui est qui a une trentaine d'années et qui est en train de se former avec nous en ce moment. Est-ce que aujourd'hui, vous recruteriez, vous vous auto-recruteriez à 20 ans? Est-ce Oui. que vous auriez coché les cases de votre équipe? Oui, franchement, oui. Voilà. Nous, on essaye vraiment de voir la personne. Globalement, à l'époque, je parle de ça, je suis pas vieux, mais il y a une vingtaine d'années, les employeurs cherchaient à avoir des jeunes de 16 ans pour payer moins de salaire, puisque c'est en fonction de l'âge et non du niveau de compétence. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu plus compliqué. Moi, je donne la chance à tout le monde. J'estime qu'avoir quelqu'un de 20 ans, c'est quelqu'un qui a déjà quelque chose dans la tête un petit peu plus que quelqu'un qui a 16 ans. Et on attend un peu plus de lui et généralement, il nous le rend bien. Alors justement, l'apprentissage, c'est quelque chose que vous pratiquez quasiment au quotidien. Vous formez entre 20 et 30 personnes sur vos 3 établissements. Si vous deviez nous résumer ce que ça vous apporte et ce que ça vous coûte en termes d'investissement, de formation, comment vous résumeriez? Alors déjà, ça amène de la fraîcheur. Ça, c'est important. Avoir... quelqu'un qui nous pose une question parce qu'il n'est pas professionnel, c'est très important parce que ça nous permet nous aussi de nous remettre en question. Des fois, on peut dire il n'y a pas de question idiote, mais effectivement, ça marche souvent comme ça. Et du coup, nous, on aime bien former les jeunes. Alors, ça demande une débauche d'énergie énorme, notamment en ce moment, pendant les fêtes, parce que la nouvelle session d'apprentis est arrivée en septembre. Donc le temps qu'ils découvrent, ils sont pas encore du tout opérationnels. Donc du coup, ils surnagent un petit peu. Et c'est un peu compliqué pour eux et pour nous, parce que du coup, on est un petit peu en effectif, c'est un peu compliqué. Par contre, l'année prochaine, puisque souvent c'est des contrats de 2 ans, ou plus, parce qu'il y en a qui continuent à se former encore après, la deuxième année, ils sont opérationnels. Et moi, je dis toujours qu'un bon apprenti, c'est un bon ouvrier. Donc il ne faut pas le considérer comme un apprenti. Un apprenti qui, au bout de 2 ans, me dit « Mais monsieur, je suis apprenti », je lui dis « Non, t'es ouvrier depuis 2 ans. » Parce que tu ne deviens pas apprenti, tu deviens pas ouvrier le jour où tu as fini ton apprentissage. Tu dois déjà l'être avant. Donc c'est ça qui est important. Et après, nous, ça nous permet au niveau de notre développement, de conserver justement ces apprentis et puis de les investir un peu plus dans les entreprises. Quand vous dites « nous, on forme », qui mettez-vous dans les structures d'encadrement dans vos équipes? Comment vous choisissez quelqu'un qui va former un apprenti? Alors c'est mes cadres. C'est-à-dire tous mes chefs pâtissiers, mes chefs de poste, mes sous-chefs, toutes les personnes qui travaillent chez nous sont qualifiées. Je parle en pâtisserie et en boulangerie. On a un boulanger qui est champion d'Europe. On a un pâtissier, mon chef pâtissier qui est actuellement en place, c'est un de mes apprentis qui a travaillé avec moi en tant qu'apprenti et maintenant il est responsable. Mon chef chocolatier, c'est aussi un de mes apprentis. Donc tout ça, c'est des personnes qui sont garantes un petit peu de mon savoir-faire et de notre savoir-faire, puisque maintenant c'est le leur aussi. Et voilà. Voilà, vous représentez un secteur qui a pas bu la tasse, mais comment dire, qui a pris cher, comme on dirait dans le langage familier. Vous êtes assez résilient. Néanmoins, vous me disiez en préparant cette émission que les RH, c'est votre problème principal, comme beaucoup de gens qui nous écoutent. Qu'est-ce qui a changé culturellement par rapport à quand vous êtes rentré dans le métier, quand vous accueillez ces jeunes gens et ces moins jeunes gens? Qu'est-ce qui a changé dans leur attitude, dans leur appréhension, dans leur peur?
Alors, déjà, moi, je viens de province. Je suis picard, donc les mentalités parisiennes et en Picardie, c'est pas la même chose. En Picardie, vous quittez votre travail, vous n'êtes pas sûr d'en avoir un le lendemain. À Paris, vous quittez votre travail le lendemain, si vous êtes un peu débrouillard, vous avez un travail. Déjà, ça, c'est la première chose. Je trouve que ça a un petit peu évolué quand même, surtout dans le sens où dorénavant, les gens sont plus ou moins tenus par leur emploi. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne leur convient pas, ils peuvent quitter leur travail du jour au lendemain. On n'est pas en mesure de leur demander de rester. Même si nous, par exemple, si on voulait les licencier, on a des règles à respecter. Les salariés, s'ils veulent partir du jour au lendemain, ils peuvent partir et on ne peut rien dire. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas le cas quand vous avez démarré. Tout à fait. Ouais. Un mot quand même sur vos produits, parce qu'il faut nous suivre à la télé ou en vidéo si vous nous regardez en replay ou sur le web. Frédéric est venu avec plein de produits, beaucoup de pâtisseries de Noël, évidemment de circonstances. On peut admirer le travail de vos équipes, Frédéric, mais vous êtes venu aussi avec du pain, parce que je le disais en introduction, votre baguette a été élue la meilleure de la ville de Paris, 75-92 Île-de-France, on disait en plaisantant avant de démarrer l'émission. Qu'est-ce que ça pèse le pain aujourd'hui dans votre activité, dans votre business? Puisqu'on est sur une chaîne économique, je suis obligée de vous poser la question. Oui, bien sûr. Eh bien, le pain, c'est quelque chose de très important. Déjà parce que j'aime ça. Moi, je ne fais pas ce que j'aime pas. Le pain, c'est très important parce que c'est l'un des moteurs de l'entreprise. Nous, on a décidé de se servir local. On travaille avec les Moulins Bourgeois qui sont en Seine-et-Marne. Ils viennent nous former. On a un boulanger qui est champion d'Europe, comme je disais. Donnez-nous son nom, ça fait 2 fois que Il vous s'appelle parlez. Damien Dedin. Salut. Et du coup, le pain, c'est le moteur de l'entreprise. Demain, vous venez chercher une baguette parce qu'elle est bonne et vous repartez avec un petit sujet parce que vous avez trouvé ça mignon et vous avez envie de le croquer. Voilà. En fait, nous, notre but, c'est d'amener les gens chez nous avec le pain, avec une qualité de pain et de les tenter sur autre chose. Est-ce que c'est compliqué de vendre du pain dans un contexte inflationniste où les gens font un peu plus attention à leur porte-monnaie? Je pense pas, parce que c'est vraiment un des aliments de la base de notre alimentation. Le pain en France, c'est quand même quelque chose de culturel. C'est pas quelque chose sur lequel on arbitre? Non, j'ai pas l'impression. Vous êtes à la fois à Paris dans le 15e, à Paris dans le nord du côté de Belleville, et puis à Sceaux. Quel est votre produit préféré dans tous vos établissements? Le produit que vous préférez? Moi, c'est des produits vraiment classiques, mais j'aime un bon croissant, une bonne brioche, une bonne tradition. Voilà, c'est des produits simples, mais qui font toujours rêver, qui rappellent l'enfance, quoi. Voilà, alors on vous renvoie évidemment dans les boutiques de Frédéric Comines et de toute son équipe, là, avec l'occasion de Noël. Pour ceux qui nous ont regardé en images, vous avez sans doute l'eau à la bouche, mais plus généralement, voilà, au quotidien, continuer à manger du pain, ça fait partie de notre culture. Merci beaucoup, Frédéric Comines, d'avoir répondu à nos questions en tant que boulanger et en tant qu'entrepreneur.